Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bienvenue sur la saison 4 de Veto Micro, le podcast numéro 1 de la profession veto. Parce qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire, nous donnons la parole à celles et ceux qui font vivre nos métiers au quotidien. En nous partageant leur parcours professionnel, ils interrogent leurs choix, leurs ambitions et leurs doutes. Au travers de leurs histoires et de leur rapport au vivant, ils questionnent aussi l'avenir de notre profession. Nous sommes Colline, Annabelle, Sophie et Marine, 4 vétérinaires multicasquettes, et chaque semaine, nous vous emmenons à la rencontre de consoeurs et confrères aux parcours multiples, inspirants et parfois inattendus. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est Alban Demenoy que j'ai le plaisir de recevoir pour ce nouvel épisode. Salut Alban et bienvenue sur Veto Micro. Salut Colline. Alban, tu es aujourd'hui et depuis 1 an et demi associé dans une clinique canine généraliste en pleine expansion. Vous êtes 2 associés et cette relation est extrêmement précieuse pour toi et on va y revenir dans le détail dans cette interview. La création de cette structure est le fruit d'un parcours qui est passé notamment par 2 grosses structures qui étaient proches de fonctionnement comme presque des CHV, une près de la Suisse et l'autre en Lorraine. Dans cette 2e structure, tu as vécu un burn-out. Suite à ce burn-out, tu as passé 1 an dans une clinique où tu as été mise en difficulté par des incompatibilités de vision et de fonctionnement. À ce moment-là d'ailleurs, si tu n'avais pas eu le projet de la clinique de l'EDERA, tu en serais venu à arrêter la pratique. Mais finalement, en mai 2024, votre clinique ouvre ses portes. Vous avez bien sûr rencontré votre lot de challenges, mais aujourd'hui, la bonne ambiance et la croissance sont au rendez-vous. Quelques éléments importants sur toi. Dans ta pratique actuelle, tu ne touches plus à un bistouri, sauf une castration que tu as faite en 1 an et demi de pratique dans cette structure. Tu es la maman d'un petit garçon et ton cheval est un des piliers de ta santé mentale. Donc dans cet épisode, on va parler concours C, burn-out, spécialisation avec des guillemets, construction de clinique, relations d'associés, coaching d'équipe et individuel, et probablement quelques autres sujets comme le lierre. Eh oui, tu ris parce que toi tu sais, et moi j'ai fait mes recherches, mais on va mettre un petit peu de suspense pour nos auditrices et nos auditeurs. Et j'ai presque envie qu'on commence par ce que tu m'as dit juste au moment où on était en train de faire les derniers réglages. Puisque tu m'as dit que tu fais partie des fans de Veto Micro, tu es fan de podcasts de manière générale et tu écoutes Veto Micro de manière très régulière. Et je suis curieuse de savoir qu'est-ce que ça te fait là d'être derrière le micro cette fois. Eh ben, je dois dire beaucoup d'émotions quand même, un peu de stress d'être derrière l'écran, derrière le micro. Et c'est vrai que j'écoute beaucoup de podcasts parce que en réalité j'ai quand même un peu de route. Et plutôt que d'écouter de la musique, j'aime bien avoir un temps de déconnexion à la fois avant d'aller au travail et en revenant. Et puis j'écoute des podcasts tant sur la maternité, notamment Bistory, qui est hyper connu, Veto Micro du coup pour le côté veto, et puis d'autres petites choses de temps en temps. Mais ouais, j'aime beaucoup ce format-là. C'est des histoires de vie comme ça me passionne. Donc c'est ce que je te disais en introduction, quand on a débriefé, c'est Veto Micro, c'est mon petit rituel toutes les semaines. Trop génial. Ouais, je suis ravie qu'on fasse partie de ce rituel et je suis sûre que les filles de l'équipe seront ravies aussi. Donc merci de l'avoir nommé, c'est hyper précieux pour nous d'avoir des retours comme ça. Si on commence au début un peu de l'histoire vétérinaire, j'aimerais bien qu'on parle du concours C puisque tu fais partie des personnes qui ont intégré par ce biais. Est-ce que tu te souviens quelle proportion ça représentait d'élèves à l'époque ? On était de mémoire 36 à intégrer. Ok. 36 et je crois l'année d'après moi une 40aine. Donc assez peu. Je l'ai passé 2 fois ce concours C d'ailleurs. D'accord. J'avais passé un DUT en amont. En fait, j'avais pas été prise en prépa classique, ce qui était finalement, je pense, pas mal parce que je suis pas sûre que mon parcours aurait été identique. Après, ça a peut-être aussi concouru au fait que je me sentais pas toujours à ma place à l'école, tu vois, d'être un peu le concours pas plus simple, mais la voie un peu détournée, quoi.
Ouais. C'est marrant parce que ça faisait vraiment partie des questions que je me suis posées en préparant cette interview avec toi. Je me suis dit, tiens, quels impacts ça a pu avoir, mais avant peut-être d'aller sur ça, je voudrais juste, voir avec toi. L'IUT, c'était pas un choix de base. Tu savais que tu voulais, rentrer dans une école véto et t'es allée en IUT parce que t'étais pas prise en prépa, c'est ça? C'est ça, ouais, J'ai bien clairement. compris. OK. J'avais étudié un peu toutes les voies et puis, je me souviens d'une de mes professeurs de SVT, au lycée, qui m'avait dit, heu: «Bon, clairement, véto, c'est pas pour vous, quoi». Donc j'avais, Sympa, on aime ouais, toujours. on aime toujours. Et c'est vrai que, je m'étais dit: «Faut que je prépare mes arrières» parce que véto, c'est vraiment, mon rêve, hein, clairement. Mmh. OK. Et du coup, j'étais tombée sur, cette possibilité-là de, concourser post-DUT. En OK. plus, j'adorais, tout ce qui était, heu, labo et cetera. Donc je m'étais dit: «Au pire, si ça marche pas, le côté, DUT, formation diplômante pour bosser en labo», je m'étais dit: «Au moins j'ai ça et ça me plairait aussi». Oh ouais, OK, donc tu as réussi à vraiment pouvoir faire un choix assez stratégique, en fait, le rêve, c'est ça, c'est vétérinaire et si le rêve ne se réalise pas, il y a d'autres choses qui vont me plaire et ça va Mmh. aller, quoi. Ouais. Trop bien. Donc j'entends, véto, c'était le rêve. Tu as toujours voulu être vétérinaire? Ouais, clairement. Clairement, mes 2 parents, quand on en discute, eux aussi, ils auraient aimé être vétérinaires. Ah ouais. Mon papa, dit, en rigolant, «J'étais trop occupé par les filles pour pour être, bon à l'école et heu et être véto». Et ma maman aussi, ça l'a enfin, c'était quelque chose qu'elle aimait beaucoup. Elle adore les animaux, on a toujours eu des animaux à la maison. Enfin voilà, moi c'est mon équilibre. Je peux pas passer, une journée sans un animal, que ce soit au travail ou à la maison. Enfin voilà, Mmh. les animaux, c'était la base. Et après, je me suis rendu compte que j'aimais quand même beaucoup, les gens, l'interaction avec, les propriétaires. Mais ça, à la base, c'était pas ce qui me motivait, en tout cas. Ouais, c'était pas ça, c'était pas pour ça que tu y allais. Tu te disais pas: «Oh, j'adore prendre soin des propriétaires d'animaux, Non. j'ai trop envie de ça». Et c'est assez, enfin moi je trouve ça chouette de se découvrir au fur et à mesure de la pratique. Se découvrir, des appétences et il y a des Ouais. personnes qui se découvrent, tu sais, qui se sont dit: «J'y vais pour les chevaux» et en fait, waouh, mais j'adore, la chirurgie et du coup, Mmh je veux mh. faire de la chirurgie, en canine, et je trouve ça super précieux de se laisser surprendre par, ce qu'on va découvrir de soi, et de ses Mmh. appétences ou au contraire de ses rebuts à force de vivre C'est clair. l'expérience. Tu disais, avant que je fasse un petit détour, que ça avait pas toujours été facile pour toi de faire partie des personnes qui avaient pas intégré par, «la grande porte», entre guillemets, bien sûr. Mmh. Heu, Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence concrètement pour toi? Est-ce qu'il y avait, juste ce que tu vivais ou tu avais l'impression que parfois il y avait un traitement différent de la part des autres aussi? Non, je pense pas de traitement, mais je pense que OK. c'était finalement le début un peu de mon syndrome de l'imposteur. Enfin, voilà, OK. rétrospectivement, tu vois, en ayant, quand même, pas mal travaillé là-dessus, je me dis que, voilà, déjà d'être passée par une porte différente, j'étais clairement pas dans les meilleurs de la promo, j'étais souvent en rattrapage, j'ai failli vétérer, enfin voilà, il y a eu des petites Mmh. difficultés dans mon parcours qui ont fait que, voilà, je me suis pas toujours sentie, alors à ma place si, mais parfois quand même en difficulté, voilà, pour, y arriver, tu vois? Ouais. Déjà un peu la «galère» entre guillemets pour, réussir le concours, Mmh. pour, voilà, réussir à avoir, des bonnes notes, à chaque semestre. Voilà, tous les étés, j'avais des rattrapages, donc tu vois, c'était, Bienvenue. ouais. J'ai le même vécu que toi sur les rattrapages. Ouais, donc c'était plus, que tu as remarqué que c'était pas facile pour toi, d'être au niveau, en Ouais. termes de, Mmh. voilà, de notes et de résultats. Juste, je fais une micro parenthèse, nous, on est toutes les 2 issues de l'école de Lyon et tu viens d'employer un vocabulaire où je me dis: «Je sais pas si dans les autres écoles, ils disent ça aussi». Tu as dit Peut-être. vétérer. Vétérer, ça Ouais. veut dire redoubler pour, Redoubler, ouais. celles et ceux qui ne le savent pas. OK. À part, en plus de ce que tu as vécu de, c'était pas toujours facile, et puis bon, syndrome de l'imposteur, il a peut-être un peu pris naissance à ces moments-là. Comment tu as vécu tes années à l'école?
Et ben, plutôt bien. Enfin, j'ai des hyper bons souvenirs. Alors même si j'étais un peu à la traîne, ça m'a pas forcément, forcée à aller en cours, donc j'aimais beaucoup passer du temps en forêt avec mon chien et les copines. OK. Donc j'ai peut-être, dans certains cas, un peu forcé, le fait d'avoir des des rattrapages, à chaque semestre. Non, c'était, des bons souvenirs. Alors, beaucoup sur le plan, perso parce que, ma meilleure amie à l'heure actuelle, est véto aussi et mais c'est vrai que j'étais plutôt, effacée. Enfin, tu vois, je suis plutôt du genre à être, heu, j'aime pas dire transparente, mais tu vois, pas faire de vagues. OK. Donc voilà, c'était toujours, difficile pour moi, de prendre la parole en ronde, ce genre de choses, tu vois? Mmh. C'était, ouais. Mais j'ai globalement des bons souvenirs, de l'école et Ouais. souvent je me dis même: «J'aimerais bien y retourner pour, profiter plus des connaissances», en fait, je pense que ce qui est ce là, maintenant, avec ma pratique, je me dis qu'on nous, on nous aide pas à savoir ce qui est nécessaire pour la pratique. Tu vois? Maintenant, je pense Mmh. que refaire ma 5e année, je me dirais: «Ah bah ça, ce serait génial à appliquer au quotidien» ou «Ça, bah, c'est hyper pertinent de le garder en tête». Tu vois? J'ai l'impression qu'on nous donne beaucoup, beaucoup de d'informations, mais pas, les choses qui vont être, utiles au quotidien. Oui, je partage, ce point de vue. Je me souviens très bien de la première diarrhée que chaton, que j'ai vue. Et je me sentais très, très désarçonnée parce qu'on nous avait pas du tout, parlé du fait que c'était hyper banal. Enfin, en tout cas, j'ai pas le souvenir que dans nos cours, on Mmh. nous parle de la diarrhée de chaton Non, de non, base qui clairement va pas. bien, qui mange et tout. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le diagnostic différentiel? On allait sur des choses très, très poussées, mais pas sur, le tout venant, quoi. Mmh. Mmh. OK. Oui et puis même ta première injection de Métacam, tu te dis: «Bah, en fait, je l'ai même pas en tête cette dose-là», alors que tu l'utilises, au quotidien, tu vois? Ouais, carrément, carrément. Hem, Comment tu t'es préparée à ton premier emploi? Je suis curieuse de savoir dans quel état d'esprit, tu étais en sortant de l'école à l'idée d'aller travailler. Et ben, j'avais fait des gardes, dans une clinique à côté de Lyon, en 5e année, donc c'était les week-ends, Mmh. où on était très encadrés parce qu'après chaque consultation, tu appelais le patron ou la salariée qui était «d'astreinte» entre guillemets pour, valider, ce que tu avais vu sur l'animal, ce que tu pensais faire et valider ou pas ton traitement. Mmh. Donc ça a été assez formateur, bien que stressant pour les premières, heu, mais ouais, un bon accompagnement quand même là-dessus Carrément. et puis, et puis après, il a fallu, choisir, le premier poste. Bah, c'était avec VetoJob d'ailleurs, OK. mon 1er la boucle est bouclée. Heu, le 1er poste et en fait, ce qui s'était passé, c'est j'avais vu une annonce, proche de mon compagnon, de job et en fait, je crois qu'il cherchait un poste pour, genre à partir du, 27 juin et je devais finir les cliniques, le 23 juin, quelque chose comme ça et j'avais ma thèse à faire OK. et du coup, je m'étais dit: «Ah bah non, je peux pas commencer alors que j'ai ma thèse à faire». Donc j'avais appelé, savoir si c'était possible d'attendre un petit peu avant de commencer. Il m'avait dit que c'était pas possible et j'ai dit: «Bon, bah, tant pis» et en fait, on en avait beaucoup discuté avec ma meilleure amie et elle m'a dit: «Bah, en fait, tu peux faire les 2 en même temps». «Ah oui, tu es sûre?» Et finalement, j'ai rappelé pour dire: «Bah, si vous voulez, je suis dispo, en fait, je viens». OK. Et tu es allée où Donc du coup? et bah, du coup, mon 1er poste, à la frontière suisse, dans une clinique où on était, une petite dizaine de vétos avec, beaucoup de profils, Mmh, un peu spécialisé. En tout cas, il y avait du CES de dermato, de l'ortho, une ophtalmo. Enfin voilà, il y avait pas mal de pôles de compétences et je trouvais que cette, multidisciplinarité était, intéressante pour, progresser Ouais. C'était en France ou en Suisse? en France. OK. Je suis Donc toujours tu es restée en partie France. près de la frontière suisse, en Haute-Savoie ou dans l'Ain? Dans l'Ain, dans le pays de Gex. Ouais. D'accord. Et donc ton chéri était là-bas aussi, si j'ai bien compris? Ouais, c'est ça, ouais. Tu l'as rejoint. Comment ça s'est passé, ton arrivée dans cette clinique et dans une clinique donc si j'ai bien compris, il y avait pas de spécialiste Non, au ouais, sens de c'est ça. bordé du terme, Mmh. mais il y avait multidisciplinarité parce qu'il y avait des personnes qui avaient fait des spécialisations. Mmh. Comment toi tu as vécu
d'arriver après une 5e année canine, t'as pas fait d'internat, t'arrives plongé au milieu de plein de gens qui ont de l'expérience et tous, alors que t'as déjà un peu le syndrome de l'imposteur. Comment tu vis ces premiers moments là-bas? Et ben finalement pas si mal parce que j'ai été vraiment, encadrée. Enfin, je peux pas dire franchement ça a été, une super première expérience dans le sens où, j'étais jamais toute seule. On était toujours en permanence 4 voire 5 vétos. Je pouvais poser toutes les questions. Enfin, tu vois, tu sors pour aller chercher, ton flacon d'injectable, tu croises toujours un véto. Mmh. Donc ça, c'est vrai que c'était hyper, encadrant et réconfortant, clairement. Donc ça, c'était vraiment, heu, un chouette démarrage. Alors après, moi, ce qui a été problématique dès le départ, c'était les gardes. Les gardes, le fait d'être seule, Mmh. gérer, le téléphone, les clients qui disent: «Ah mais vous êtes la stagiaire». Non, Mmh. c'est pas la stagiaire ou la coiffeuse qui viendrait s'occuper de votre animal à minuit. Mais voilà, il y a eu heu, des petits moments un petit peu de stress. Enfin, de façon générale, je suis quelqu'un d'assez stressé et les gardes, c'était vraiment le summum, quoi. C'était, très compliqué, très, très compliqué de gérer, les urgences, ne jamais savoir, ce qui va t'arriver, comment tu vas pouvoir le gérer, est-ce que ton SUF, tu vas réussir à le sonder? Enfin, Mmh. voilà, tous ces gestes, poser le cathéter avec les gens. Moi, j'avais une angoisse de poser le cathéter, avec les gens et de le louper. Ça, Mmh. c'était, mon pic, de stress de devoir poser un cathéter, quoi. D'accord. Ça, c'était au début ou c'est resté comme ça pendant tout le temps que t'as bossé là-bas? C'est resté assez longtemps jusqu'à ce que ma patronne me dise, «Ah bah, tu sais, en fait, si tu fais, si tu fais comme si tu l'avais posé ta tâche et puis tu le reposes après, en fait». Bah, ouais, c'est pas ouais, en vrai, je pourrais essayer de faire comme ça et une fois ou 2, je me suis dit: «Bah, ouais, je pense que je suis pas dedans, bah, c'est pas grave, je l'accroche et puis je le reposerai après». Trop facile. Bah, ouais, C'est une technique. c'est ça. Du coup, ça répond à ma question sur le caté, mais globalement, le stress en garde, Ouais. tu l'impression comment ça a évolué pour toi, dans ce poste-là? Dans celui-là, ça allait même si, c'était toujours, l'angoisse, hein. Franchement, D'accord, j'ai je bah, avant un week-end de garde, j'étais capable de 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 vomir de stress, vraiment. Ouais, d'accord. j'étais, dans un état de stress où, je dormais mal la nuit une semaine avant. Enfin, vraiment, ça a été, hem, un stress permanent de faire les gardes. Enfin, vraiment, j'ai jamais réussi à m'y faire, en vrai. D'accord. Aujourd'hui, tu en fais encore? Non, plus. OK. Vous avez délégué, Ouais, j'imagine, un service? OK. Bon, bah, c'est un truc, vraiment pénible dans ta vie que tu as réussi à faire disparaître. ouais, C'est au bout chouette. de quelques années quand même, mais ouais, ça faisait partie vraiment des choses, qui étaient, hyper lourdes pour moi, la garde et d'être seule, en fait. C'est Mmh. vraiment le fait d'être seule parce que j'ai mieux vécu, bah, après dans mon poste suivant de faire des gardes où, surtout à la fin, on avait 1 voire 2 ASV, un veto avec et là, c'était plus le même stress du tout. Ouais, ça a rien à voir. Ouais, rien à voir. Tu m'as dit pendant la préparation de cette interview qu'il y avait une très, très bonne ambiance, dans cette Mmh. structure. Selon Ouais. toi, qu'est-ce qui a contribué à ce qu'il y ait une si bonne ambiance que vous fassiez, des fois des booms ensemble? Et ben, je pense que déjà le fait qu'on était dans un âge assez similaire, on avait tous, Mmh. entre même certains associés, on était tous entre, 25 et 35 ans globalement avec les Ah assistants. génial. Donc c'est vrai on a hyper, accroché, même encore maintenant, enfin voilà, ils ont le plaisir des fois à mettre, heu, des petits mots sur Facebook pour, se rappeler, nos Mmh. bons moments et voilà, il y avait des moments où on prenait l'apéro un vendredi soir parce qu'en fait, on avait une journée pourrie et que, c'était notre moment, se retrouver. On avait un Quand ils avaient refait une partie de la clinique, ils avaient fait une cuisine et en fait, chacun avait, un petit coin dans la cuisine et en fait, nous, on avait nos bières au frigo et nos chips, dans nos bannettes, quoi donc et c'est vrai que se dire: «Ben, ce soir, on a passé une sale journée, ben, on décompresse tous ensemble», ça, c'était hyper précieux parce que, Mmh. on renforçait notre lien et c'était,
je trouve que la cohésion d'équipe et cette ambiance, c'est hyper même galvanisant, tu vois? Le fait de se soutenir et hem, de toujours pouvoir compter les uns sur les autres, ça c'est génial. Enfin, dans un métier aussi difficile que le nôtre, je trouve que ça a pas de prix. Génial. Ouais, un peu comme une famille. Moi, j'ai vraiment cette notion de deuxième famille au travail. OK. Ça t'a fait quoi alors de choisir de quitter cette deuxième famille, pour te rapprocher de la famille de ton conjoint quand vous êtes devenus parents, d'un petit garçon? Bah, ça a été une période très compliquée parce que, l'arrivée d'un enfant, ça bouscule beaucoup de choses. J'avais déjà eu une grossesse, difficile qui avait été, ouais, compliquée sur le plan, physique et psychique, on va dire ça comme ça heu et du coup, son arrivée un peu, compliquée en avance, quand j'ai repris le travail à ces 3 mois, bah, il m'a fait une bronchiolite donc J2, de ma reprise, on était aux urgences, et il est resté hospitalisé une semaine donc Mmh. ça a été, mouvementé et puis, après, bah, en ayant un rythme alors j'avais quand même un peu baissé mon rythme de travail, mais, un rythme, intense avec les gardes, un petit garçon qui dort pas la nuit parce qu'il a un reflux gastro-œsophagien Mmh. et un compagnon, qui a des gros horaires. En fait, bah, déjà on se voyait plus et puis, c'était trop dur en vrai. C'était trop dur donc on s'est dit: «Ben, il faut qu'on se rapproche, d'une de nos familles», sachant qu'ils sont diamétralement opposés, hein, donc la famille de mon compagnon en Lorraine et mes parents sont dans le sud-ouest. Ah oui, rien à voir. Rien à voir et du coup, ben, on l'a fait un peu, «stratégique» entre guillemets parce que ma belle-mère, allait être en retraite et on s'est dit que, ben, pour pouvoir, nous dépatouiller, en cas d'enfant malade, voilà les petits, impératifs de la vie que toi, en tant que véto, tu peux pas facilement absorber Mmh. et ben, avoir une belle maman, à la retraite, ce serait, pratique. Donc OK. c'est ce qui a motivé ça et du coup, bah, ça a été difficile de partir. Ça a été un déchirement parce que je quittais, mon équipe, de cœur. Je ne savais pas où j'allais, Mmh. mais en même temps, je trouve que c'était un peu la fin d'un cycle. J'avais peut-être aussi, besoin de vivre d'autres choses. OK, donc pas facile, mais tu voyais quand même que ça pouvait t'apporter. Ouais. Tu partie en Lorraine en n'ayant pas de travail, si je Si, comprends bien? ouais, Si, si, OK, tu ouais, savais où t'allais, mais tu savais ouais, pas à quoi ça allait ressembler, quoi? c'est ça. Bah, en fait, quand on a pris la décision, bah, j'ai fait les annonces à Nouveau Veto Job, hein, Mmh. faut pas les citer. Et du coup, bah, j'avais vu un poste. Alors au départ, je m'étais dit: «Plus de garde». Tu vois? Déjà à ce moment-là, je voulais plus de garde Mmh. et ben, du coup, j'ai quand même, fini dans un gros centre, où on faisait des gardes et D'accord. des gardes très chargés. Voilà, vraiment les gardes, encore plus compliqués que ce que j'avais vécu. Mmh. Hem Mais voilà, je sentais que, je dans cette équipe, je pourrais encore progresser, sur le Mmh. plan, heu, médical. Enfin voilà, pouvoir vraiment, améliorer mes compétences, les développer, aller plus loin. Donc c'était un challenge aussi pour moi de pouvoir, voilà, vraiment progresser. J'avais eu l'impression aussi dans mon poste précédent que j'étais arrivée à un certain, comment dire? À un certain seuil et j'allais plus progresser, en fait. Enfin, moins D'accord. facilement, en tout cas. OK. Heu, voilà. Qu'est-ce qui était différent, dans cette nouvelle structure qui fait que tu avais plus d'opportunités de progression selon toi? Hem, Dans la structure précédente, en fait, on était 2 à gérer un peu médecine hospice et quand on avait des questions, en fait, ben, il y avait plus personne au-dessus de nous pour, répondre vraiment à ces questions. Et là, il y avait, ben, 2 associés notamment, qui géraient, la médecine, qui faisaient aussi que de la médecine Mmh. et là, je me suis dit: «Bah, en fait, quand j'ai des questions, ben, eux, ils sauront répondre, en fait». D'accord. Donc là, tu as eu j'imagine peut-être à ce moment-là, tu as vu dans une clinique vétérinaire qui fait, qui a des spécialisations, mais qui fait Mmh. quand même encore du généraliste, tu as vu qu'on pouvait faire que de la médecine et ne plus toucher à un bistouri? Ouais, aussi. Mmh. Bah, OK. c'était un peu, le
pas le deal entre guillemets, mais je enfin, c'est aussi pour ça qu'ils m'avaient recrutée, c'est que j'avais vraiment mis en avance mon appétence pour, la médecine interne. J'envisageais le CEAV de médecine interne. J'avais commencé à me former en imagerie. Enfin voilà, il y avait aussi de leur côté une volonté de renforcer leur équipe de ce côté. D'accord. C'est vraiment que tu kiffes la médecine interne ou c'est que tu détestes la chirurgie? C'est un mélange des 2? Et ben, je me suis posé la question un peu récemment de me dire, en fait, est-ce que, j'aime pas la chir ou est-ce que j'aime vraiment la médecine? Je pense vraiment un peu des 2 en vrai. Mmh. Après il y avait une notion, chir et anest. En fait, je stresse vite des complications possibles, en chir et en anesthésie Mmh. et ça a tendance à me paralyser, voilà, ces choses-là. Donc mais en vrai, j'adore surtout la médecine. Voilà, c'est ce côté, Doctor House, chercher, le la petite bête, le petit truc, le chouette diagnostic, Mmh. ça m'éclate. Trop bien. Mmh. Du coup, dans cette structure-là, tu as pu faire ce CEAV de médecine interne ou pas finalement? Et non, toujours pas. Non, OK. Non. Donc c'est un projet que tu as aujourd'hui? Ouais, ça fait partie de mes projets à court moyen terme. Ouais. OK. Quand tu disais que tu t'étais formée à l'imagerie, comment tu as fait? La toute première fois, c'était, du coup en échographie abdominale. J'étais, une itinérante qui était venue nous former parce que dans la structure, dans ma première structure, le vétérinaire en charge était parti. Donc il avait Mmh. fallu, reprendre ce poste-là et en fait, on s'était partagé avec une de mes collègues l'échocardio et l'écho-abdo et du coup, bah, j'ai été formée sur le tas, en fait, vraiment, et même par la suite, dans ma structure, secondaire, j'ai continué à me former uniquement sur le tas, en pratiquant OK. beaucoup. Mmh. Ouais, mais finalement, à force de pratique, on en acquiert des connaissances et des compétences. Ah bah, clairement, À en fond. imagerie, beaucoup et puis après, je faisais un petit peu de scanner et cetera, donc ça, c'est vraiment que de la technicité in fine, donc ouais, c'est vraiment sur le tas. J'ai pas fait de formation, heu, sensu stricto, quoi. OK. Mmh. Dans cette deuxième clinique, c'est à ce moment-là que tu vas vivre un burn-out. Ouais. A posteriori, là, ça fait plusieurs années que c'est derrière toi. Qu'est-ce qui a contribué en facteur, environnemental et peut-être aussi en facteur, personnel à t'amener au burn-out selon toi? Hem Je pense que mon hyper-perfectionnisme y est pour beaucoup. D'accord. J'arrêtais jamais en fait, je voulais que tout soit parfait. Voilà, c'était des journées, 8 heures, 22 heures sans manger, sans faire pipi. Donc bon, le rythme un peu imposé par la structure faisait que, mais voilà, il fallait que quand ma journée était terminée, que tout soit parfait. Donc ça, c'est un premier point et puis, je crois que j'avais mis aussi, beaucoup trop d'attentes, dans ce poste sur le plan, je pense notamment, association. A posteriori, je pense que, heu, j'aurais bien aimé, avoir, une place plus importante, Mmh. parce que, ben, du coup, j'étais devenue alors, pour le contexte, en fait, dans cette structure, il y avait quatre associés, Mmh. 2 chirurgiens, 2 médecins et du coup, bah, moi, j'étais un peu la troisième de médecine et du coup, Marie, dont on parlera après, mon associée actuelle, était troisième de chirurgie. D'accord. Donc, a posteriori, je pense que ce qui m'a manqué, vu mon «implication» entre guillemets, c'était peut-être, passer à l'étape du dessus et je pense que j'avais, peut-être une frustration aussi de donner beaucoup et que, mes attentes, ne correspondaient pas à ce que j'ai reçu, je pense. D'accord. Donc si je résume ce que j'ai compris et tu m'aides, tu me corriges, hein, ou tu complètes si c'est pas tout à fait ça. Il y avait, toi, dans tes facteurs personnels, le fait d'être très, très perfectionniste et donc peut-être de travailler, tard, beaucoup, Mmh. d'en faire beaucoup et donc de pas trop vérifier ton niveau d'énergie. Ouais, Il y avait une charge de travail très, très forte. ouais.
Et il y avait le fait que tu t'es pas senti reconnu, t'as pas eu la reconnaissance que tu espérais. Il y a eu un défaut à Mmh. cet endroit-là Mmh. par rapport à tes besoins, quoi. Ouais, il y a eu ça et puis, le dernier facteur, je pense, c'est qu'en fait, à un moment, l'activité s'est beaucoup développée, donc il y a eu des besoins de recrutement justement pour qu'on souffle un peu. Mais beaucoup, beaucoup de nouveaux vétos, genre 5-6 qui sont arrivés en l'espace de quelques semaines et des profils très différents. Ça a beaucoup Mmh. déstabilisé, les équipes Mmh. et à un moment, j'ai eu l'impression de me sentir un peu, menacée et mon syndrome de l'imposteur est vraiment, heu, revenu Mmh. à fond de balle, quoi. C'est-à-dire que j'ai commencé à me sentir ouais, clairement, je pense, menacée. Alors à tort ou à raison, j'en sais rien, mais bah, j'ai eu beaucoup de mal à vivre, tout ça. J'avais l'impression aussi que voilà les animaux, étaient devenus un peu des cas pour certains jeunes vétos. Enfin, j'ai commencé à perdre un peu le fil et le et et mes valeurs de d'accompagnement et cetera étaient plus ouais, j'ai vraiment été déstabilisée par tout ça et puis j'ai commencé aussi à avoir moins confiance en moi, à à me dire: «Bah, voilà, est-ce que vraiment je suis capable de faire cette ponction de LCR?» Mmh. Et puis, bah, pas réussir à la faire et me dire: «Bah, peut-être qu'elle, elle la ferait mieux que moi». Enfin, tu vois, ça a été vraiment un un effet boule de neige où, Mmh. ça a été de pire en pire sur, ma confiance et puis voilà, à un moment, ben, je c'est vraiment ça en fait, il y a un matin, j'ai pas réussi à me lever pour aller au travail. Ah bah, Donc j'allais te demander comment t'as su que tu faisais un burn-out. Ça a été vraiment physique. ouais, Physiquement, t'as pas pu te lever, quoi. ouais, clairement, c'est ça. Tu es dans ton lit, ton réveil, il a sonné 10 fois et tu arrives pas à sortir du lit jusqu'à, bah, l'heure où tu es censé commencer et tu te dis: «Bah, en fait, là, faut que j'appelle pour dire que je viendrai pas aujourd'hui». C'est comme Donc ça que ça s'est passé. ouais. T'as Mmh, appelé: «Je viendrai pas aujourd'hui» et ouais. après? Et après, bah, il a fallu se faire, arrêter, chez le médecin, donc trouver un Mmh. médecin, ce qui est pas toujours facile Mmh. et en plus, j'ai eu la «chance» entre guillemets de tomber sur un médecin qui était pas du tout, compatissant. Moi, j'étais en larmes, je tremblais, j'étais vraiment, physiquement pas bien du tout et Mmh. qui me dit: «Mais en fait, gérer un planning, c'est pas compliqué. Bah, vous mettez une pause, de 14 heures à 15 heures et puis vous faites votre pause». Ah ouais, ça a l'air d'être très simple comme ça. Mmh mh. Donc voilà, c'est arrêté et puis ça s'est fait comme ça. Après, c'était le troisième burn-out en 6 mois dans cette structure donc c'est voilà, malheureusement le mécanisme était un peu, connu, heu, la première d'ailleurs c'était Marie à partir dans ces conditions-là où, ben, D'accord. du jour au lendemain tu comprends pas, tu as une véto qui revient plus et puis, finalement elle revient jamais quoi. Mmh. C'est ce qui s'est passé aussi pour toi? Tu es jamais Ouais, retournée? non. D'accord. Mmh. Je trouve ça, important, quand même, hein, de nommer que dans le burn-out, les facteurs environnementaux, ils sont largement majoritaires par rapport aux facteurs, personnels. Même s'il y a des types de fonctionnement, qui Mmh. sont plus sujets. Donc les gens, qui sont très, très perfectionnistes, très rigoureux, qui ont très bien envie de faire leur travail, qui culpabilisent très, 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 très fort s'ils laissent leur équipe tomber et cetera. Ouais. Ça favorise, mais que, là, ce que tu décris, c'est des gens qui faisaient peut-être vraiment, vraiment, vraiment de leur mieux, et qui, malheureusement, ont créé les conditions de travail ou laissé créer des conditions de travail qui ont emmené 3 personnes en 6 mois à faire un burn-out. Mmh. C'est pas 3 fragiles, en fait. C'est s'il y a 3 dans un même endroit, c'est qu'il faut regarder l'endroit, quoi. Enfin, en tout cas, ça, c'est mon regard de professionnel de l'accompagnement, mais c'est important quand même Ouais. Malheureusement, de le c'est un dire. peu ce qui a été, dit, que Que voilà, vous étiez 3 fragiles? ouais. OK. Bah, tu as bien fait de pas y retourner. Mmh mh. C'est que c'était pas compatible pour toi. Ouais. Donc ouais. Comment, ça s'est passé la récupération pour toi? Si tu es d'accord de continuer d'en parler, Ouais, hein, bien bien sûr. sûr. Ouais, ouais. Bah, en fait, la récupération, ça a été le projet avec Marie. OK. Ouais. Donc en fait, c'était quand même
un petit peu, avant mon burn-out qu'on a commencé à évoquer. Alors, sur le départ, c'était, un peu, une blague, entre collègues à 5. On s'était retrouvés à un apéro, on dit: «Bon, on se pose autour d'une table, on boit un verre et puis, on crée une clinique». Ouais, Et en fait, Marie et moi, on était vraiment prêtes. En fait, on a dit: «Bah, on se lance et puis on verra». d'accord. Et hem et c'est vrai qu'au moment du burn-out, Marie, ça a été une ressource, incroyable. Je me souviens le lendemain, elle est venue toquer à ma porte en m'amenant des trucs genre sudoku et pour me changer les idées en me disant: «Ça va être dur, mais tu vas y arriver, quoi et puis je serai là». Mmh. Ça a été déjà là une ressource, très, heu, très précieuse, clairement. Vous étiez déjà, vraiment proches avant? On se connaît depuis 2019, donc depuis mon arrivée, dans cette structure. On passait du temps ensemble, mais vraiment par rapport à notre relation maintenant, ça a rien à voir. J'ai l'impression que je la connaissais pas si bien que ça à l'époque. Mais oui, on se voyait régulièrement en dehors du travail, mais voilà, c'est notre relation s'est vraiment construite, ensuite. OK. Tu dirais que le fait d'avoir toutes les 2 vécu un burn-out au même endroit, ça a changé quoi dans votre relation? On se comprend mieux. On se comprend mieux, on comprend mieux nos fragilités. À l'heure actuelle, je pense que c'est l'une des personnes qui me connaît le mieux au monde. Enfin, voilà, Ah ouais, 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 ouais. Je pense qu'il y a des facettes, de mon caractère, de ma vie que même mes parents appréhendent pas aussi bien que Marie. d'accord. Comment vous en êtes arrivés à ce niveau-là de connaissance, l'une de l'autre, en fait? Qu'est-ce qui a permis ça selon toi? On a passé énormément de temps ensemble. Ça, c'est déjà un point, hein. Pendant la création de la clinique, on a passé, des journées entières à discuter Mmh. et surtout, on communique vraiment. On communique, on se dit les choses et elle me lit facilement. J'ai l'impression que je peux rien enfin, déjà, on voit facilement sur ma tête quand il y a quelque chose qui va pas, mais elle me lit de façon, enfin, c'est fluide, quoi. Voilà. D'accord, Et de la même façon, moi aussi, je commence à bien connaître, ses fragilités, ses peurs, d'accord, donc trop bien. mmh. Est-ce qu'il y a, enfin, qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu aimerais, dire à propos de cette relation? Parce que tu as vraiment dit que c'était très, très important pour toi et que cette relation, d'une certaine manière, elle est un peu fondatrice de aussi comment vous gérez la clinique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu as envie d'en dire, en fait, qui est important pour toi, d'exprimer aujourd'hui? En fait, je pense que, bon, on est amis, ça c'est clair et on a un fonctionnement, d'amis même en tant qu'associés. C'est-à-dire que, il y a aucun moment où elle, juge mes défauts, même parfois, de communication ou, voilà, elle est toujours à l'écoute de mon avis. Enfin voilà, il y a je pense qu'en 1 an et demi et même avant, on n'a jamais eu de point de vrai désaccord. On est toujours, sur la même longueur d'onde, donc c'est assez facile de travailler comme ça. Mmh. Mais quand, on a des points de vue qui divergent, hem on en discute beaucoup et puis on finit par se dire: «Bah, voilà, j'entends ton point de vue et je comprends ta démarche». Enfin voilà, il y a jamais de désaccord, enfin je sais pas comment dire, hem, on va toujours échanger nos points de vue Mmh. Ah ouais, et je pense que ça en gérant une clinique, maintenant avec des salariés et cetera, le fait qu'il y ait pas enfin c'est un comment dire? On a toujours, une même ligne directrice et des sons de cloche qui divergent jamais, en fait. Un peu comme avec les enfants, tu vois? Où faut pas s'engueuler, devant les enfants, avec les salariés, Mmh. c'est pareil et je pense que le fait, notre unicité, forge notre, cohésion même d'équipe derrière. Mmh. Oui, donc c'est-à-dire que ce que je comprends, c'est que même s'il y a des endroits où vous divergez, ensuite dans la manière dont vous communiquez avec votre équipe, il y a un son de cloche et c'est celui que vous avez décidé d'adopter. Comment vous faites quand vos points de vue divergent
pour prendre une décision à 2? Parce que ça, c'est quand même un méga challenge quand t'es 3. Tu peux faire 2 et 1 et du coup dire, bon, bah, la majorité, mais à 2, il n'y a pas de majorité. En réalité, il y a jamais ça. C'est-à-dire que OK. des fois, je peux, dire: «Ben, voilà, j'aurais bien aimé, que telle chose se passe comme ça, mais moi je l'ai vu comme ça». «Ah bah oui, bah finalement tu as raison, ça aurait peut-être été mieux de le faire comme ça». Donc en fait, il y a pas de divergence en tant que telle, c'est des fois des petits ajustements, je dirais plus. Ouais, OK. Et en fait, souvent on se dit: «Bah, en fait, je suis sur la même longueur d'onde que toi». Bah ouais, en fait, c'est facile. Tu vois, il y a Mmh. plein de fois où on se dit: «Bah, c'est facile de discuter ensemble et de f prendre des décisions» parce qu'en fait, si je propose un truc, elle est d'accord, si elle propose un truc, je suis d'accord. En fait, Mmh. c'est simple. Oui, finalement, le gros travail, vous l'avez fait avant, dans toute la communication qu'il y a eu avant et dans le fait de vous trouver et de dire: «OK, en fait, c'est avec toi que je veux faire» et d'avoir une personne avec qui le niveau de compatibilité, Oui. sur la vision du travail, la vision de la relation d'associé, la vision de la posture de chef d'entreprise. J'entends que c'est à cet endroit qu'il y a eu, finalement une méga compatibilité et peut-être aussi quelques discussions et que du coup aujourd'hui c'est hyper simple, quoi. Oui, je pense qu'il y a un peu de ça, le fait d'être, hyper compatible, Ouais, hyper compatible. trop bien. Mmh. Comment vous gérez, la communication avec vos salariés, à 2 associés? Vous avez, déterminé par exemple une qui est, plutôt, avec la casquette de manager, et l'autre qui fait, plus l'administratif ou autre chose ou vous enfin, ouais, je veux bien que tu lui parles de ça. Comment vous gérez la relation aux salariés en étant 2 associés? On a essayé de se répartir, certaines, tâches. Moi, je fais un peu plus tout ce qui est comptabilité, papier. Mmh. Elle va plutôt gérer le social, les embauches et cetera. Et après au niveau, management pur, on se partage un peu dans le sens où, ben, Marie, elle passe beaucoup plus de temps avec les filles parce qu'elle est en chirurgie les matins. Mmh. Elle a toujours une voire 2 assistantes avec elle, donc ça Mmh. permet, d'échanger, de papoter, voilà, tout ça, elle le fait un peu plus, en live, on va dire. Et jusqu'à présent, moi, je faisais un peu plus les entretiens individuels. On avait mis ça en place là depuis quelques semaines. Là, on a fait une petite pause parce qu'on veut les réorganiser un petit peu plus à notre, manière. Mmh. Mais voilà, moi je prends un temps, sur le temps de midi, pour faire le point avec, chaque assistante de, ben, comment ça va? Est-ce que tu as des difficultés et cetera. OK. Et tu as dit que tu faisais ça tous les jours? Non, ça on le fait, 1 fois tous les 15 jours. Donc tous les 15 jours, tu fais un point, tu vas prendre la température, auprès de chaque membre de ton équipe? C'est ça. Veto et ASV? ASV principalement, veto, on le fait plus, Marie et moi ensemble avec notre veto salarié. On le fait D'accord. un peu Pour moins l'instant, il y souvent, a mais une salariée, c'est ça? ouais, c'est ça. OK. Mais il y a a priori, ce que je comprends, c'est que vous cherchez? Ouais. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. C'est, ça, c'est encore, je pense, une de nos forces à l'heure actuelle, c'est qu'on cherche ce confort. C'est-à-dire que voilà, on reste pas sur, nos acquis. On fait attention à tout ce qui peut se passer, au déséquilibre, parce qu'on a quand même eu pas mal d'arrivées aussi dans Mmh. l'équipe. Enfin voilà, on prend pas tout ça pour acquis et on cherche à ce que les choses soient dites, Mmh. et nous vis-à-vis des salariés et les salariés vis-à-vis de nous. Mmh. Donc voilà, ça c'est ce que je leur dis souvent, enfin vraiment, sentez-vous libres de nous dire si à un moment, bah, j'ai eu, une parole, alors pas déplacée parce que c'est pas mon genre, mais voilà, un petit quelque chose qui aurait pu blesser ou si j'étais mal lunée aujourd'hui, enfin voilà, ils ont, Mmh. tout à loisir, de nous dire ça. Et puis maintenant, on se connaît bien, pour certaines, on a travaillé avant aussi ensemble, Mmh. donc voilà, c'est des personnes qui connaissent, aussi un peu nos failles et puis on en discute librement. Je rigole souvent parce qu'il y a une de nos assistantes, qui, quand elle est indisposée, elle est sensible encore plus que d'habitude. Mmh. Donc en fait, à un moment je lui dis: «Bah, tu nous dis quand c'est comme ça et puis, on sait». Et du coup maintenant elle s'amuse des fois le matin, elle arrive, elle dit: «Bah, oh j'ai une migraine, aujourd'hui, vous me parlez pas avant 10 heures».
OK. C'est Mais très du coup, clair et ça aide, à la respecter, quoi. c'est ça et puis, en fait, le fait de nous l'avoir dit, bah, en fait, ça passe crème et en fait, tu te rends même pas compte que finalement elle a été un peu, moins bien. Donc OK, génial. Votre clinique, elle a vraiment connu une croissance assez forte puisque vous avez commencé à, 2 vétos et 1 ASV et qu'il y a aujourd'hui 3 vétos et 5 ASV, c'est ça? ouais. Ça te fait quoi d'être, la co-chef d'une entreprise qui a grandi aussi vite? Vous l'attendiez cette croissance? Vous l'espériez? Vous êtes super, subjugués, vous faites tout pour pas être submergés? C'est comment? C'est un peu vertigineux à vrai dire, D'accord. ça fait partie aussi à l'heure actuelle un peu nos questionnements et notre fatigue un peu déjà. Enfin, on n'est pas fatigué de la clinique ou quoi, mais, c'est c'est arrivé vite. On a déjà eu des arrivées, des départs à plusieurs reprises. Le le recrutement, c'est compliqué, à Mmh. la fois pour, recruter des personnes qui matchent avec, nos valeurs, heu et ça, c'est compliqué. Enfin, vraiment de trouver, des profils qui nous correspondent, qui ont une façon de travailler, proche de la nôtre, ça a été vraiment des challenges, de tous les jours, quoi. Donc Mmh. c'est un peu vertigineux, mais oui, on a eu une croissance, enfin, assez importante, je crois que la semaine d'ouverture, on a travaillé à un véto plein, toute la semaine, quoi. Enfin, Mmh. au bout de la première semaine, on a dit: «Bon, là, il faut qu'on embauche une deuxième assistante». Ah ouais, au bout de la première semaine. Ouais, ouais, ouais. Ouais, D'accord. ouais et puis, même pas 6 mois après l'ouverture, on a ouvert en mai, on avait, 4 assistantes. Ouais, ouais, c'est ça, 3. Mmh. Ouais, donc ça bouge vraiment fort. Est-ce que vous avez, enfin plutôt quelle est votre politique sur, les nouveaux clients, à ce stade? À ce stade, on continue à prendre les nouveaux clients, parce qu'on peut. Après, ça commence à être un peu, tendu quand même et surtout, en fait, on a alors je sais pas si beaucoup de vétos font ça ou se le permettent, mais nous, il y a un certain tri de la clientèle, en fait. Mmh. C'est-à-dire que, si déjà un nouveau client, au téléphone, il t'agresse à moitié, on fera pas la place pour lui, quoi. Mmh. Oui, vous le Enfin, prenez pas, quoi. Vous ouais, ouais, choisissez de pas apprendre. ouais, Ouais. ouais. Donc on a ce luxe-là assez rapidement, de faire le tri, mais je trouve que c'est primordial Mmh. à l'heure actuelle pour avoir un environnement de travail le plus sain possible. La clientèle, c'est pas facile. Mmh. Si déjà, tu fais des courbettes aux clients pour qu'ils viennent chez toi et qu'ils te respectent pas dès la prise de rendez-vous, en fait, c'est pas possible. Ouais, Donc ça va pas. mmh. Puis c'est une manière de prendre soin de votre équipe, hein. Ah mais De dire: clairement, «Ah non, on se rajoute pas, des gens avec qui, ça passe pas puis qui les respectent pas au téléphone, ciao». ouais. Ça prend vachement soin. C'est chouette que vous vous autorisiez, cette attitude parce que c'est une manière indirecte de entre guillemets «de faire de l'éducation», quoi. C'est-à-dire, «Non monsieur, chez On nous l'a on fait dès le n'accepte pas». départ. En fait, dès le Ouais, départ, ça c'est a top. été, le cadre Mmh. de se dire, on veut une clientèle, qui nous respecte, qui Mmh. respecte nos assistantes, Mmh. qui nous fasse confiance, pour faire du bon travail, en fait. Ouais, Si tu es stressé par le comportement des gens, alors ça arrive quand même, hein, clairement, on n'a pas oui, 0, problème avec les gens, hein, bien sûr. mais je pense que, on le limite quand même. Trop bien. En ayant cette démarche, en prenant le temps avec les gens. Enfin ça fait partie des des axes de travail, de prendre le temps d'expliquer aux gens, tout ce qu'on fait. Mmh. Prendre le temps avec les animaux. Enfin ça fait partie de nos valeurs fondatrices d'être, bienveillant avec les gens et avec les animaux et réellement. Parce que je trouve qu'à l'heure actuelle, la bienveillance est un peu, exagéré ou en tout cas utilisé, partout, tout le temps, n'importe comment, mais il faut que ce soit vrai dans les faits. Heu, Oui, bien sûr. Le mot, c'est une chose, mais ouais, exprimer de la bienveillance, c'est pas la même chose que de dire: «Je suis bienveillante». ouais, c'est ça.
Qu'est-ce qui te fait kiffer aujourd'hui dans le fait d'être co-chef de cette clinique? C'est quoi je sais pas, les 3 trucs que tu kiffes dans ce rôle-là? Hem, En fait, j'adore pouvoir, prendre des décisions, de dire: «Bah, voilà, là, on peut donner cette ligne directrice-là, Mmh. à la clinique». Si à un moment tu te dis: «Bah, je veux qu'on commence plus tard», on peut se le permettre, même si c'est pas forcément une volonté, mais voilà, Mmh. d'avoir, les heu, c'est pas être maniaque du contrôle, mais pouvoir quand même, contrôler un peu, les choses et heu, gérer, à ma façon, enfin notre façon avec Marie en tout cas. Mmh. Ça c'est important. Pouvoir me dire que si j'ai pas envie d'opérer, j'opère pas. Le luxe. Ouais, ouais, clairement. Clairement, après ça pose, quand même, question, hein, parce que quand Marie elle est pas là, comment on fait? Mmh. Ça fait partie aussi, des inquiétudes pour moi de dire: «Bah, en fait, mon binôme avec Marie c'est chouette, mais en fait c'est elle mon bistouri et quand Mmh. elle est pas là, ça stresse». Mmh. Oui, parce que s'il y a une urgence chirurgicale qui se pointe, Ouais, OK. ouais. Et la troisième chose, bah, c'est pouvoir, prendre le temps, hein, enfin vraiment, prendre le temps avec les clients, prendre le temps avec les animaux. Sur le temps de midi, si tu veux aller, faire une gratouille, aux animaux, tu peux. Enfin vraiment, heu, enfin je me sens libre. Je pense que c'est vraiment cette, notion aussi de liberté, dans la structure, d'être, à ma place, voilà, d'avoir, créé cette clinique. Je me sens bien, je me sens comme chez moi là pour le coup, voilà, Mmh. on a en plus, choisi une déco pour que ce soit, hem, zen, enfin il y a beaucoup de gens qui nous disent quand ils rentrent dans la clinique que: «Bah, ça ressemble pas à une clinique véto» et ça c'est un beau Mmh. compliment pour nous. Génial. Vous avez réussi, l'effet escompté, quoi. On rentre plutôt dans un endroit cocoon que dans une clinique médicale. Ouais, 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 ça c'était important, ça fait partie des axes de travail quand on a créé la clinique. En fait, c'était Mmh. un peu comme à la maison quoi, bien se sentir, dans la clinique, que les animaux, se sentent bien et c'est en effet, ce qui en ressort, hein. Mmh. Beaucoup de clients le manifestent, même, des assistantes, quand elles sont arrivées ici, on me dit: «Mais en fait, ça change, c'est pas bruyant, on se sent Mmh. bien, c'est hyper propre». Ça faisait partie des choses qui étaient, prioritaires pour nous. OK, trop bien. Cette clinique, elle a un rapport avec, le lierre. Si vous allez faire, une rapide recherche, quand, tu m'as dit que le nom de la clinique, c'est la clinique de l'Hédéra Mmh. et ce que j'ai compris, c'est que Hédéra, c'est le nom scientifique du lierre. Est-ce que tu peux, nous raconter pourquoi ce nom-là? Il a une histoire, il me semble. Bah, c'est Marie qui l'a trouvé. On cherchait un nom un peu original pour la clinique et en fait, elle a été chercher, je crois, dans un dictionnaire des symbolismes, quelque chose comme ça. D'accord. Et en fait, le lierre, c'est, le symbole du lien très, très fort. Mmh. Voilà, c'est tout nous, hein, clairement, et en fait, le lierre, il utilise un support pour progresser, grandir, mais jamais au détriment des autres. Mmh. Ouais, Donc donc il y a vraiment une symbolique très forte. très forte, ouais. Ouais, ouais, donc c'est Génial. vraiment on est hyper fiers pour le coup de ce nom-là. Enfin voilà, notre, logo, heu, intègre le lierre. Enfin, je trouve qu'il y a aussi une espèce, d'esthétique, liée, Mmh. avec ça, bon qui était importante pour moi, Marie pas du tout, mais moi j'aimais bien que toutes les briques s'imbriquent vraiment toutes, entre elles et que ça fasse, une espèce, d'unité. Mmh. À des vétos qui auraient envie, comme toi, de ne plus pratiquer de chirurgie, sans pour autant devenir spécialiste au sens de, passer un board, faire une résidence et cetera, qu'est-ce que tu recommanderais? Bah, c'est difficile de faire des recommandations parce que là, c'est vraiment, au sein de mon parcours. Enfin, j'étais pas prédestinée à ça, D'accord. j'ai eu des opportunités finalement de lâcher, la chirurgie. Après, ça a été quand même, un peu, source heu, de
de discussions derrière parce que quand, je suis partie de la structure après mon burn-out, je me suis dit: «Bah, qui va bien vouloir m'embaucher?» Parce que, Bien sûr. je fais, ouais, certes, de la médecine et de l'échographie à un niveau plutôt correct, mais, est-ce que ça va intéresser des gens? Un véto, qui veut être généraliste, mais qui fasse pas de convenance, quoi, ni pas de Mmh. chir, tout court. Donc, là, c'est une notion de parcours. Après, c'est faut vraiment être sûr de ce qu'on veut, mais à partir du moment où on a envie de ça, faut foncer, essayer de trouver des structures qui accompagnent dans ce sens-là. Moi, Mmh. à un moment, il m'avait mis la pression pour, faire autre chose. À un moment, je m'étais dit: «Ben, je veux bien, continuer à opérer de temps en temps» et j'ai dit: Par contre, je ne veux pas faire d'ovario de chienne» et bim, la première journée de matinée de chir, ovario de chienne. J'ai dit: «Bon, bah, c'est je» je sais pas si c'était un message ou quoi, mais j'ai fini par laisser tomber. Mais voilà, c'était aussi, je voulais rester polyvalente, continuer à faire des choses, mais est-ce que c'était pertinent vu mon profil? Je sais pas. Mmh. OK. Donc quelque part, le parcours, le fait de s'entourer, ça peut être une manière de, petit à petit, monter vraiment en compétence suffisamment pour Mmh. pouvoir, mettre de côté la chirurgie, mais avec, des vigilances que, ben, ça fait un profil un peu différent et quand on n'est pas, spécialiste, Ouais, c'est moins, ça peut être plus difficile d'assumer le profil, au moment des recrutements, quoi. C'est ce que je c'est ça. comprends. Ouais, D'accord. clairement. Mais aujourd'hui, dans le quotidien, hem à part les moments où du coup Marie est absente et où il y a pas le bistouri, comment ça se passe en fait dans l'équilibre, quand il y a notamment, une nouvelle véto, qui arrive et qui voit cette, différence? Puisque Marie, elle consulte en fait, elle fait pas juste de la chir, j'imagine? Elle fait aussi de la médecine tout venant? Ouais, après on essaye d'organiser le planning pour que, Marie ait majoritairement, heu, de la médecine de première intention Mmh. et de l'ortho, hein. Tout ce qui est boiterie, clairement, c'est elle et pas moi. D'accord. Donc au quotidien, c'est plus simple. À l'heure actuelle, on est 3 vétos et notre salariée, elle est, aussi un peu profil, plus médecine comme moi. Mmh. Bon, elle aime beaucoup l'anesthésie, donc elle nous aide, aussi, de ce côté-là. Mais la proportion finalement, chir-médecine fait que 2 tiers, un tiers comme ça, c'est pas mal. Donc voilà, on déborde pas de chirurgie non plus, Marie, ça remplit son planning en suffisance, et les assistantes, bah, sont briefées de ce côté. C'est-à-dire que, une boiterie qui arrive, on va plutôt mettre le rendez-vous, à Marie, Mmh. plutôt qu'à moi, quitte à des fois, faire des petits switches dans le planning si c'était pas convenu comme ça, quoi. OK. Donc c'est assez facile en fait, au Oui, quotidien? c'est Tout assez va bien. facile, enfin voilà, les motifs de consultation sont quand même clairement annoncés. Mmh. Mais voilà, OK. si Marie, elle doit prendre un vomissement, un diarrhée, elle va le faire. Pour autant, je sais que ça la stresse un petit peu, mais elle sait que je suis dans le coin, s'il y a besoin de faire une écho, je serai là, quoi. Ouais, trop bien. Au début de l'interview, on a parlé très brièvement syndrome de l'imposteur et tu as dit que tu avais pas mal travaillé dessus. Est-ce que tu serais d'accord de nous dire comment? Bah, c'était, du coup, enfin le point, c'est, le coaching. Hem, OK. En fait, quand je suis partie de la structure où j'ai fait mon burn-out, Marie était passée par là, elle avait fait un bilan de compétences. Elle m'a dit, «Si on doit faire d'autres choses après, ensemble, je veux que tu travailles là-dessus, Mmh. sur, ton stress». Et du coup, c'est elle qui m'a donné, ce coach. Elle avait pas travaillé directement avec lui, mais avec, une de ses amies. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai commencé un bilan de compétences qui s'est transformé par la suite un peu plus en coaching. D'accord. Mais ça m'a permis surtout avec, ce coach en fait qui fait, il fait ce qu'on appelle un bilan, nature multiple. Donc c'est vraiment un peu, alors pas tes forces et tes faiblesses, il le fait pas comme ça, mais tu vois, tu as des espèces de petits items, par exemple, l'organisation, et tu te notes, ou en tout cas en répondant à des questions, tu as une espèce, de «note» entre guillemets, Mmh. de 0 à 10. En fait, ça veut pas dire, tu es nul ou quoi, c'est juste qu'est-ce qui est plus important pour toi ou qui va te demander plus d'énergie. Par Mmh. exemple, moi, en organisation, je suis à 9,5 sur 10. Donc moi, la tenue des plannings et le fait que ce soit carré, c'est hyper important pour moi. Et ça te demande pas trop d'énergie?
et ça me demande pas d'énergie. C'est qui ce coach? Tu serais d'accord parce que j'imagine qu'il y a des vétos qui pourraient être intéressés et qui pourraient être contents de savoir que tu as travaillé avec quelqu'un qui t'a amené satisfaction. Il s'appelle comment? Oui, bien sûr, il s'appelle, Julien Schmitt et c'est, Kairos, Proximity, son entreprise. Donc il continue encore à l'heure actuelle à nous accompagner, heu, régulièrement. Il vous accompagne en individuel, donc chacune séparément, toi et Marie, vous avez le même coach. Est-ce qu'il vous accompagne en binôme? Oui, on fait, des séances, débriefing tous les 3. OK, En fait, on fait, 3 séances chacune de notre côté et une séance bilan avec lui. OK. Elle sert à quoi cette séance bilan avec lui? Bah, refaire le point un peu sur, nos difficultés ou si on a des items à discuter avec lui, mais plutôt, ensemble, en fait. OK, On est un peu moins sur du perso quand même, finalement. d'accord. Donc il fait ça avec vous, donc chacune en individuel plus votre équipe d'associés. Et tu parlais aussi du reste de l'équipe, il intervient comment ou il est intervenu comment, auprès du reste de l'équipe? Alors, en fait, on a fait un coaching d'équipe, Mmh. une journée, on a fermé la clinique. Bravo! Donc C'est possible! Ce n'est pas possible, mais c'est possible. Bravo, franchement, c'est un méga challenge ça. ouais, donc il a Merci fallu de le dire. organiser, Ah, la gestion de la ouais, garde et cetera. Donc ça, c'était bien l'année sûr. dernière. En fait, on a bien senti que, le fait qu'il y ait beaucoup d'arrivées, Mmh. ça déstabilisait l'équipe. Donc Ouais. et notamment, en fait, initialement, on avait un projet, d'intégrer 2 vétos, qui étaient des amis. Au fur et à mesure que la clinique grandissait et que, ben, voilà, qu'elles étaient prêtes et cetera. Et du coup, il y avait une de ses amies qui nous a rejoints, qui est arrivée, on a fait le coaching et ça s'est pas tout à fait passé comme, on le souhaitait. En fait, on s'est Mmh. rendu compte qu'on était, heu, plus du tout sur la même longueur d'onde, en fait. C'est que Marie et moi, on avait fait un chemin, énorme pendant 2 ans, qu'on Mmh. avait ouvert la clinique, on avait pris, ben, notamment toutes les responsabilités, hein, que ce soit financières, enfin, voilà, on avait passé beaucoup, beaucoup de temps à créer ce projet et heu et du coup, ben, cette, vétérinaire est arrivée un peu, voilà, on s'est retrouvés même si on se connaissait bien et qu'on avait une fibre amicale, en fait, on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde. Donc ça, le coaching d'équipe, finalement, l'a un peu, fait éclater au grand jour. OK. Hem et puis, ben, ça a permis de poser à travers, ben, pas mal d'activités, hein, proposées par le coach, par Julien. Ça a permis de de mettre les bases un peu de ce qui était important pour nous. Voilà, il y avait des Mmh. exercices où, voilà, qu'est-ce qui vous importe dans la clinique? Où tout le monde, répondait, donc il y avait un Mmh. peu nos valeurs, voilà, la communication et cetera, qu'est-ce que vous attendez de votre travail? Qu'est-ce que vous attendez sur le plan perso, de cette équipe? Enfin voilà, il y avait Mmh. pas mal d'interrogations et en fait, ouais, ça fait un peu, éclater notre, vision à moyen terme du développement de la clinique. Parce que ce qu'on avait projeté en effet de l'arrivée de 2 vétérinaires, mais on s'est retrouvés avec, plus rien. Enfin en tout cas, D'accord. Marie et moi et puis, l'équipe qu'on avait déjà un peu mis en place. D'accord. Donc, ça veut dire que suite au coaching, vous avez fait le choix de vous séparer de la véto qui était votre amie? Ouais, elle est partie, ouais. Mmh. OK. Elle est partie de son plein gré ou enfin, Bah, comment ça ça se allait ça enfin, ça nous allait bien aussi parce que après ça a été un peu compliqué parce que notre amitié s'est arrêtée là aussi. d'accord. Voilà, ça s'est pas forcément, bien passé Mmh. sur, le départ, voilà, OK. mmh. Et vous avez ensuite, après ça, recruté l'autre vétérinaire qui est encore là aujourd'hui? Oui, donc OK. Jade, on s'est dit: «Ben, maintenant que les projets finalement, ont changé, il faut quand même qu'on qu'on recrute quelqu'un, hein, qu'on Ouais. ait une salariée pour, bah, déjà se dégager du temps, hein». À cette époque-là, ben, on bossait, 6 jours sur 7 toutes les 2. Voilà, on Mmh. est en permanence, ensemble. Donc il a fallu, trouver, une solution, différente de nos Mmh. projets
et du coup, c'est là qu'on a cherché à recruter, une salariée et puis, maintenant, on se dit beaucoup que toutes les difficultés qu'on a pu traverser, c'était pour mieux après, donc c'est vrai Mmh. que l'arrivée de Jade a été, salutaire, voilà, elle nous convient bien sur le plan, valeurs, enfin voilà, ça s'est hyper bien passé, Mmh. on est hyper, contents de l'avoir avec nous, à l'heure actuelle. Mmh. Mais mais voilà, c'est un changement de plan, tu sais, quand tu as l'habitude de voir ta vie à Mmh. 10 ans, Ouais. et que tous tes projets, éclatent en plein vol, c'est pas toujours évident. Donc voilà, on a rebondi et à l'heure actuelle, on a un hyper bon équilibre, avec Jade. OK, trop bien. Comment le fait que votre premier recrutement, ait pas abouti, voire ait abouti à quelque chose, de plutôt triste puisqu'il y a eu une rupture professionnelle et amicale, comment ça a impacté votre manière de préparer le recrutement d'après, donc celui de Jade? Bah, il y avait pas le même objectif parce que, cette amie, c'était dans un but d'association. On avait quand même un D'accord. peu réfléchi, le projet. Alors elle avait pris part un peu, légèrement. Après, c'était finalement pas tant impliqué que ça, dans le projet, mais voilà, elle avait tout suivi. Donc Mmh. c'était, en vue association à court moyen terme, mais plutôt court terme, quoi. C'était en tout cas dans les plans. Ah oui, Donc c'est pour là, ça on que tu parlais de cherche. gros changements, quoi. C'est que Ouais, vous êtes passés ouais, de on s'associe à 3 voire 4, si j'ai ouais, compris, c'est il y avait ça. 2 Ouais, amis, ouais, à en fait on reste 2 associés. c'est ça. Et c'est un gros changement. Donc ouais, c'est un gros changement, donc on n'est pas sur la bonne optique. Après, ce qu'on s'est dit, c'est vraiment, il faut qu'on recrute quelqu'un, hem, avec des valeurs fortes. Enfin, la clientèle qu'on a développée ont des attentes et des enfin, on a une façon de communiquer aussi avec les clients où on passe beaucoup de temps, donc je pense que tous les vétérinaires sont pas forcément, capables ou en tout cas n'ont pas envie non plus d'avoir cette façon de communiquer Ouais, bien sûr. avec les propriétaires, passer le temps avec les animaux, enfin voilà, il y a moi, chaque consultation, je donne des bonbons aux chiens et ainsi qu'à lécher aux chats, quoi. Enfin, tu vois, c'est Mmh. c'est une façon de prendre le temps, et de considérer ce binôme, animal, famille qui est, je pense que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde que nous. Enfin, voilà, Mmh. consulter à 30 minutes, voire 45 minutes s'il y a besoin, et pas au quart d'heure, Heu, on fonctionne pas tous de la même façon, donc Mmh. ça, c'était important pour nous d'avoir quelqu'un qui, nous corresponde un peu. Mmh. Ouais. Vous avez trouvé, c'est chouette. Ouais. Ce qui est pas facile, hein, parce que le recrutement, enfin voilà, Ah bah ouais, bien déjà sûr. trouver quelqu'un, on est content, mais trouver quelqu'un qui corresponde, c'est encore, c'est le graal, quoi. Ouais. Et puis, ça peut sembler être un luxe, mais parfois, il vaut mieux, rester, petit, quitte à faire des choix dans la clientèle que faire un recrutement, entre guillemets «mauvais». Ah bah, clairement. Ça coûte Mmh. très, 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 très cher Ouais. aux Ouais, cliniques ouais, de recruter une personne qui ne correspond pas. Donc c'est chouette clairement. que pour vous ça se soit, résolu assez vite, j'ai envie de dire, la situation avec Mmh. votre amie qui malheureusement, n'a pas convenu, Ouais. que ça ait pas duré des années parce que ça peut vraiment, mettre à Ah mal ben, très fort une équipe, quoi. on s'associait, on allait dans le mur, en fait, en vrai, je Ouais, pense. ouais. Parce Bah, que, c'est chouette que vous ayez eu la chance que ça se passe comme ça, qu'elle choisisse de pas rester, que ça vous arrange, tant mieux, quoi. ouais, 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 non, mais clairement, et puis je pense que les assistantes aussi, ont bien senti cette période de flottement et puis, Mmh. a posteriori, tu vois, elles nous ont dit que ça les avait beaucoup, perturbées, un mode de Mmh. communication totalement différent Mmh. d'une autre qu'on avait mis en place. Elles avaient quand même déjà l'habitude de travailler avec nous. Mmh. Donc, ça a été même un peu, violent pour elles aussi, Mmh. ce changement de paradigme. Et puis, tu vois, d'avoir une personne qui arrive où on sait déjà d'office qu'elle va être associée Mmh. normalement. Ouais. Voilà, certaines assistantes ont été un peu, perturbées par ça en disant: «Bah, on a l'habitude de tel mode de communication et là, on me parle comme ça ou on me dit les choses comme ça», ça peut être vraiment perturbant. Ouais, tu m'étonnes.
OK, mais du coup, pour l'instant, ça va bien et je vous souhaite que les prochains recrutements, se passent aussi bien que celui de Jade. Ouais. Tout à l'heure, tu disais que vous avez passé, un certain temps, donc plusieurs mois à travailler à 6 jours sur 7. Comment, ça a impacté, ta vie privée et notamment ton rôle de maman? D'avoir, cette création d'entreprise, post-burn-out, après un poste où tu as passé, des mois dans une clinique où c'est difficile, quelques mois de chômage, après tu retournes et tu travailles à fond. Comment tout ça, ça a fait bouger les choses chez toi? Bah, je pense que j'ai la chance d'avoir un compagnon qui accepte tout ça. Je pense que le OK. fait déjà déjà, c'est déjà très, très bien. Bon, on s'est rencontrés quand, j'étais étudiante, donc c'était, heu, voilà, il a vécu tout ça au fur et à mesure. Est-ce que c'est un centralien? Non, pas du Non, tout, pas du tout, rien à voir. pas du tout. Je me demandais si c'était Je le suis type même cliché. jamais allée à Centrale. OK. Très bien. Non, non et on s'est rencontrés, sur les applis, OK. de rencontres et en plus, du coup, il était pas du tout sur Lyon, en fait, il était déjà, bah, justement dans le pays de Gex Mmh. et hem et du coup, non, il a été formidable parce que, voilà, alors il y avait quand même une période quand, je travaillais dans le gros centre là avant mon burn-out où il en pouvait plus quand même de me voir rentrer, 10 heures Mmh. le soir. Mais il me l'a jamais reproché, en fait. OK. C'est beau. Hem, Ce qui est déjà pas mal. Après, quand tu es maman, c'est plus compliqué parce que, ils te le font sentir indirectement. Bien sûr. C'est-à-dire que quand je suis arrivée dans cette structure, il avait 9 mois, mon fils, et il a pas dormi avant, 2 ans et demi, vraiment bien la nuit. Donc, Mmh. c'était, voilà, je devais passer une partie de mes nuits à ses côtés. Je pense que ça c'est logique. Il me voyait pas, donc, il fallait que je sois là à un moment et c'était la nuit. Donc, OK. c'était pas évident et après, ben, je pense honnêtement qu'à l'heure actuelle, mon fils, il est content d'avoir une maman épanouie de ce côté-là. Mmh. En fait, je pense que passer du temps de qualité, alors après c'est pas toujours facile, hein, d'avoir du temps de qualité quand tu es maman, chef d'entreprise, femme, tu as toujours un peu le cerveau à 1000 endroits en même temps, Mmh. mais j'essaye en tout cas d'avoir du cerveau disponible pour mon fils. Mais, il y a cette notion-là d'être, bien et au bon endroit. Enfin, je sais qu'il est content de venir, le week-end si on doit faire, les animaux hospitalisés. Enfin voilà, il est hyper content de venir, il y a rien qui le voilà, qui le rebute. Voilà, il a déjà vu, il était pas très loin une fois quand j'ai dû revenir faire une fin de vie, je Mmh. lui explique beaucoup de choses. Enfin, je pense qu'il est, in fine quand même très fier de ce que je fais et comment je l'ai fait. Donc après, il a que 7 ans, donc c'est pas toujours facile de le verbaliser, mais, voilà, je pense que je suis bien entourée aussi de ce côté-là. Après, le fait de bosser 6 jours sur 7, sur une ouverture, c'est normal. Enfin, heu, c'était un peu le deal de construire tout ça. Mmh. En tout cas, de faire tous ces sacrifices pour qu'à la fin, ce soit pour un meilleur confort de vie. C'est ce qu'on recherche à l'heure actuelle, hein. Le 6 jours sur 7, c'est bien. On était contentes de le faire parce que, voilà, c'était notre bébé, notre projet. Bien sûr. Mais, là, on est plutôt en phase d'avoir plus de temps, Mmh. pour notre extra professionnel quand même. OK. Si ton fils, il te dit, qu'il veut être vétérinaire, tu lui réponds quoi? Hem, Bah, je me suis souvent posé la question et je crois que, bah, s'il est passionné et qu'il veut, bien sûr que je vais l'accompagner, mais s'il peut faire autre chose, je vais l'encourager. J'adore mon métier, j'adore ce que je fais au quotidien. Pour autant, je trouve que c'est un métier qui est très difficile, qui est Mmh. très difficile. Hem, Moi, je trouve que par rapport à tout ce qu'on donne, qui est pas très rémunérateur, hein, quand tu Mmh. es salarié, hein, notamment, et qui a une pression, enfin, une grosse pression, pas toujours bien considérée quand même par les propriétaires. Mmh. Je trouve qu'entre, le nombre d'années d'études, l'implication que ça demande au quotidien, la charge mentale, le stress, je pense que
je suis pas sûre que je lui souhaite, même si je m'épanouis et même si à choisir, je pense que je referais, mais je me pose parfois la question quand même. OK. Mmh. On va faire un petit détour, par, la case, équitation avant d'arriver à la fin de l'interview. Tu disais que tu avais pas fait de cheval depuis plus de 15 ans avant de t'y remettre. Ça a été quoi le déclic pour y retourner? Bah, le déclic, c'est mon fils OK. qui m'a demandé à faire, du cheval en activité extrascolaire. Je lui ai dit: «Bah, ouais, c'est chouette». Et puis, 1er pas, dans une écurie, l'odeur du cheval, de la paille, du foin, j'ai dit: «Pouah», ça m'a refait une Mmh. retour, en enfance. Chez mes parents, on avait des chevaux, chiens, chats, enfin plein de choses, mais notamment Mmh. des chevaux. On partait beaucoup à l'extérieur. Moi, j'ai un gros besoin d'être dehors, au contact de la nature et cetera. Et initialement, je m'étais dit quand on a déménagé en Lorraine, je dis: «Bah, je reprendrai le cheval». Et puis Mmh. finalement, je l'ai jamais fait. Mmh. Et du coup, quand Raphaël m'a demandé d'aller, au poney, j'ai dit: «Ben, moi, pourquoi je m'inscrirais pas aussi?» Et puis je me suis inscrite pour prendre les cours du soir. Donc, après le boulot, tu vois, quand tu as fini ta journée, tu vas prendre le cours du soir à 20:00, donc faut être à l'heure déjà Ouais. et se dire, «Non, là, même s'il fait, 2 degrés, j'y vais quand même». Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte que, poser les fesses sur le cheval, je pensais plus au boulot. Ah oui, ça, c'est tellement souvent Ouais. que j'entends ça. Bon, ça me donnerait presque envie de me mettre au cheval. Qu'est-ce qui du coup, au-delà de ne plus penser au travail, qu'est-ce que ça t'apporte, le lien avec le cheval, qui fait que, c'est vraiment hyper fort pour toi et que tu as envie d'y retourner comme ça? Hem, c'est un animal qui te fait te remettre en question tout le temps. Enfin, du coup, en ayant repris l'équitation, j'ai voulu avoir mon cheval Mmh. que j'ai acheté. Et du coup, en fait, c'était pas simple, vraiment pas simple, ce passage à être propriétaire avec, un être, hypersensible, Mmh. qui me reflétait puissance 1000 mes failles, mon stress, qui surréagissait au moindre de mes, états d'âme. Donc en fait, il a fallu, travailler encore plus là-dessus. Mmh. Et autant le coaching m'a beaucoup aidée, autant je crois que sur la gestion des émotions, alors je suis pas encore, au top du top, mais la gestion des émotions et tu vois, se dire: «Là, faut que je souffle, que je sois dans le moment présent avec lui», ça te cristallise les pieds dans le sol, quoi, tu vois? OK. Et et moi, ce que j'ai besoin, c'est en effet d'être, dehors. Je crois que la meilleure sensation, que j'ai, même au quotidien, c'est, voilà, galoper, sentir le vent sur tes cheveux. Enfin voilà, c'est une sensation qui est incroyable et ça te fait, tout oublier. En tout cas, moi, ça me fait tout oublier et vraiment, me reconnecter à des sensations qui te font vibrer, qui te font te 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 poser, qui te font relâcher tes tensions, enfin voilà, il y a quelques semaines, j'avais une grosse journée au travail, j'avais vraiment pris en moi du stress et je crois que j'avais dû avoir une petite, altercation avec un client. J'ai dit: «Je vais monter à cheval» et puis on est parti, on a galopé, j'ai lâché tout, j'ai crié, et puis en fait, je suis revenue à un niveau de base, d'énergie et j'étais à nouveau bien, quoi. Mmh. Génial. Mmh. Trop chouette, j'adore, c'est très intense comme tu le décris. Ouais. J'ai presque l'impression de pouvoir être à côté de toi ou de pouvoir te voir passer. Est-ce qu'il y a, une question à laquelle, tu aimerais répondre ou un message que tu aimerais faire passer, avant qu'on arrive à la fin de l'interview? Je pense que le le métier est hyper difficile, mais qu'il y a plein de façons de pratiquer. Si Mmh. à un moment, en fait, tu veux faire que de la chire, même si tu pas bordé, que tu veux pas te spécialiser, bah, c'est possible. Si tu te sens pas bien dans une structure et que tu as, une super copine à côté de toi avec qui tu t'entends bien, ben, pourquoi pas, créer? Enfin, tout est possible. Si tu veux arrêter la pratique, arrête la pratique. Enfin voilà, moi ça a été quand même à un moment un questionnement, hein, de se Mmh. dire: «Bah, j'adore ce métier, mais est-ce que, je suis faite pour ça?»
Et puis apprendre aussi un peu à gérer son stress au quotidien, ou en tout cas se faire accompagner. Je pense que maintenant il y a plein de possibilités d'accompagnement. Voilà, moi je suis toujours contente de retrouver Julien pour notre petite visio, parce que voilà, si j'ai une difficulté, je la garde sous le coude et on en discute. Et ça te permet vraiment d'avancer. Génial. Donc voilà, il y a pas de problème, il y a que des solutions. Je dirais que j'aime bien voir comme ça, ou en tout cas, on peut trouver le traitement à son souci quel qu'il soit, et c'est pas un problème. On arrive toujours à à à se faire accompagner, à faire qu'on se sente bien. Je pense que c'est un peu ça. Faut pas chercher le bonheur à tout prix, mais en tout cas faire en sorte que on se sente le mieux possible dans ses baskets. Et si ces baskets c'est plutôt une paire de bottes ou autre chose, voilà, on peut façonner son métier à son image. Merci beaucoup. S'il y a des gens à l'issue de cette interview qui veulent te contacter pour échanger, quelle est l'adresse mail que tu aimerais qu'ils utilisent? Quand tu as dit que tu étais OK par mail, pardon, je vais un peu vite en Oui. besogne, mais je veux bien que tu donnes ton adresse. Bah, par mail, c'est mon adresse perso, c'est alban.demenoy@gmail.com simplement. Et puis, vu qu'on est en recherche de 4e veto, si ça intéresse des personnes d'échanger ou de postuler, sait-on jamais, voilà, si ça vous a donné envie, le mail de la clinique est tout à fait disponible pour ça. Donc l'adresse est contact@clinvet, CLINVET, le petit tiré du 6, Hedera, comme le nom de la clinique, HEDERA.fr. Trop bien, merci beaucoup. Au moment de préparer l'interview, je t'ai dit de réfléchir à une citation, une maxime ou quelque chose qui te parle, qui a marqué ta vie, qui est importante, et tu m'as dit: «Ah ben, c'est hyper facile, je l'ai tatoué sur le corps» et ça fait quelques semaines que j'ai la curiosité de savoir c'est quoi. Et là, je vais enfin avoir ma réponse. C'est quoi cette phrase que tu as tatouée sur ton corps, Alban? Alors, cette phrase, c'est le plus grand art est l'art de vivre une vie ordinaire de façon extraordinaire. Eh ben, je te propose qu'on n'en dise pas un mot de plus. Merci beaucoup. C'était un vrai Merci plaisir à de toi, Colline. t'avoir, et je souhaite à toutes les personnes qui nous écoutent de passer une très, très belle fin de journée. Ciao, ciao. Merci, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.